réveille. Salut et bienvenue dans votre émission À bout de souffle. Pourquoi À bout de souffle? Tout simplement parce que déjà nous serons deux derrière les micros, ça vous en avez l'habitude. Ensuite, parce qu'à la fin de l'émission, nous espérons bien que vous serez à court de souffle par tout ce que vous aurez entendu et appris. Et surtout parce que cette émission est un partenariat entre deux entités, monparisfm.com et isnews.fr, deux entités promouvant la mixité sociale, les parcours atypiques et la réussite par le travail. Au cours de chacun de nos épisodes, vous aurez l'occasion d'écouter un acteur ou une actrice plus ou moins connue revenir sur son parcours, ses rencontres, ses réussites et ses échecs, des parcours qui, on l'espère, en inspirera plus d'un d'entre vous. Pour cet épisode avec moi, il a peut-être le parcours le plus atypique des médias français. De Fred à Touche pas mon poste, il a cette capacité à ne pas avoir sa langue dans sa poche, que ce soit face à Valérie Pécresse dans Face à Baba ou Emmanuel Masson dans le live Toussaint, qu'elle soit amère ou pas, pour lui, toute vérité est bonne à dire. Il fait partie de ceux qui ont réinventé l'utilisation positive du téléphone portable en cellule. À l'époque, pour parodier les émissions télé, il est la classe incarnée. Personne d'autre ne porte la veste comme lui, encore moins de gens portent aussi bien le trait sur le côté du crâne, sourire large, dents blanches, cheveux blonds. Lamal est mon invité. Comment ça va, Lamal? Ça va et toi? Elle te sied la présentation, ça va? Quelle présentation incroyable! On essaye en tout cas, ça va. Merci. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah, ça se passe. Ce que j'ai l'habitude de faire pour qu'on se connaisse un peu mieux, c'est une fiche d'identité, qu'on va remplir ensemble si c'est bon pour toi. Bien sûr. Alors toi, tu es la fiche d'identité numéro 141 069 14. C'est pas un numéro d'écran, on m'a déjà fait la blague. C'est ce que j'allais dire, ça me rappelle quelques souvenirs. Il y a Dava Kamara qui m'a déjà fait la blague, tout va bien se passer, ne t'en fais pas. Nom, prénom ou pseudo? Lamal El Pistolero. Date de naissance? 24-10-1986. Lieu de naissance? Paris 14e. Émission télé préférée? J'en ai pas. Profession? Animateur télé aujourd'hui, ancien animateur radio. Passion, hobby? Et entrepreneur aussi, c'est important de le dire. Passion et hobby? Le foot. Talent caché? Aucun. Lieu de résidence? 94. Réseaux sociaux? Lamal El Pistolero. Comment elle se passe l'enfance de Lamal? Elle se passe très bien. Elle se passe très bien. Elle est difficile, mais elle se passe très bien. Il y a toujours pire dans la vie. C'est-à-dire difficile, est-ce qu'on peut détailler un peu? Un peu plus. Bien sûr. Elle commence avec sa mère de base. Et ensuite, je vais en foyer. Ensuite, je vais en foyer parce que tout simplement, en fait, ma mère, elle m'a mis à garder chez une nourrice, chez une copine à elle, qui à l'époque n'était pas vraiment nourrice officiellement pour la France, mais c'était juste une copine à elle et ma mère voulait me faire garder, voilà, puisqu'elle devait aller travailler au noir, bien sûr. Et ce qui se passe, c'est que quand elle me met à garder, en fait, l'amie de ma mère part faire les courses et son fils me pose sur un radiateur brûlant. Donc ce qui se passe, c'est que je me brûle, logique, et en fait je suis brûlé au niveau des cuisses et des jambes. Donc les pompiers arrivent, ils font l'état des lieux, et après ils voient que ma mère elle est pas là, que la nourrice, bon, elle est pas agréée normalement à pouvoir garder des enfants, et de là, les services sociaux commencent à montrer le bout de leur nez et disent à ma mère, vous n'êtes pas apte à garder vos deux enfants, donc on va vous les retirer. Donc là j'arrive en foyer. Je passe de foyer en foyer, ensuite famille d'accueil, je fais plusieurs familles d'accueil, puisque dans les familles d'accueil, il faut savoir que c'est pas toutes les familles d'accueil qui peuvent avoir chez eux deux enfants. Donc ils nous séparent avec mon frère. Et de là, nous on comprend qu'on va être séparés, donc à chaque fois, dès qu'ils nous mettent chez une famille d'accueil, on fait des bêtises là-bas, pour justement retourner en foyer et se retrouver avec mon frère. Ensuite, on trouve une famille d'accueil qui arrive à avoir deux enfants chez eux. Et de là, on reste un peu plus sage. Et voilà, pour l'instant. T'as quel âge à ces moments-là? À quel moment? Quand je vais en foyer, famille d'accueil? Je suis jeune, j'ai à partir de 7 ans, un truc comme ça. Ouais. Et à 7 ans, comment on vit ça? En dehors du fait qu'on soit séparé de sa maman? Mais on réalise pas de ouf. On réalise pas grave. C'est pas comme si, on réalise, on est arraché à notre mère. On sent quand même un petit manque. On se dit, notre mère, on la voit pas de ouf. On voit qu'on est avec des autres jeunes. Parce qu'en foyer, ce qui est important aussi, c'est que on n'est pas tout seul. Hein. Il y a les éducateurs, mais il y a aussi les jeunes, aussi comme nous, qui sont en situation délicate. Donc on apprend la solidarité aussi, et aussi ça nous apprend à être un peu plus
ouverts. Un peu plus ouverts, un peu moins réservés au départ. Même si on l'est au départ, et ben, avec le temps, on commence à s'ouvrir petit à petit. Et ouais, ça nous apprend l'entraide en tout cas, la solidarité. Et à l'école, t'étais quel genre d'élève? Comment ça se passait ta scolarité avec tous ces événements en aparté Bah, moi, à l'école, j'ai toujours été nul. J'étais un élève très dissipé en fait. Parce que, bon, déjà, en famille d'accueil, je savais que j'étais pas chez moi. Ensuite, je savais que j'étais pas chez moi. Pourtant, la famille d'accueil, franchement, j'ai jamais eu aucun problème, hein. Hmm. J'ai une belle éducation. Ils ont toujours été bons avec moi, juste, droit. Ils m'ont donné une belle éducation. Mais j'étais un élève dissipé, j'arrivais pas à me concentrer. J'ai du mal à me concentrer, moi. C'est comme par exemple, je joue au foot. Tout à l'heure, tu me posais la question de mes loisirs. Moi, je joue toujours au foot actuellement. Et quand on est à l'entraînement, ben, j'arrive pas à je suis attaquant, tu vois, Hmm. mais j'arrive pas à me concentrer. C'est-à-dire, je suis face au but, mais je vais être en détente. Mais par contre, en match, je sais qu'il y a un enjeu. Là, je suis concentré et là, je suis sérieux. Et comment Donc à t'expliques l'école, ça? c'est Est-ce comme ça. qu'il y a il y a une explication? Est-ce que... Non, je pense pas qu'il y ait une explication. Je pense que, en fait, quand tu n'aimes pas quelque chose, eh ben, tout simplement, tu négliges la chose. Tout simplement. Donc, moi, à l'école, je n'aimais pas. Apprendre des leçons, faire des devoirs. euh, Après, peut-être, j'ai jamais aimé, tu sais, travailler pour les gens, tu vois. J'ai toujours Ouais. voulu être cet entrepreneur ou ne pas recevoir d'ordre, peut-être, tu vois. Et en vrai, bon, je le savais pas avant, mais peut-être que quand j'étais petit, eh ben, et voilà, c'est ça. J'aimais pas recevoir de leçons, en vrai. Et quand tu sortais de l'école et que tu retournais en famille d'accueil, est-ce que tu en discutais avec la famille qui t'accueillait? Est-ce que vous en parliez de tes difficultés à l'école ou pas du tout? Non, non, non. Moi, je suis quelqu'un qui j'aime. C'est paradoxal ce que je vais dire, mais je suis quelqu'un qui n'aime pas trop raconter ma vie en Là, général. va falloir. Ouais, non, mais je l'ai fait plusieurs fois. Après, de base, je suis une personne qui n'aime pas raconter ma vie, mais ensuite, avec le temps, j'ai appris et j'ai compris que, tu l'as bien dit dans ta présentation, c'est que quand tu parles de ton parcours, des problèmes, des échecs ou des réussites, eh ben, ça peut en inspirer plusieurs. Donc en gros, c'est ne pas être égoïste. Mm. Et c'est pour ça que je partage aujourd'hui sans langue de bois et sans filtre toute ma vie et toute mon expérience, parce que je sais qu'il y a des gens, à l'heure où on parle, qui sont dans la même situation dans laquelle j'étais, par exemple en foyer ou en famille d'accueil, ou actuellement en prison et autres, quoi. Donc c'est toujours bien de dire que, voilà, comme Kerry James le dit, on n'est pas condamné à l'échec. Mm. Et ta relation avec ton... C'est ton... Si je m'en souviens bien, c'est ton grand frère. C'est toi C'est le ça, plus... ouais. C'est ton grand frère. Ouais, ouais. Vous aviez quelle relation? Comment ça se passe Ah, entre vous? c'est mon pote. C'est mon pote, mon Fusionnel. frère. C'est, ouais, ouais, c'est mon pote. On se dit tout, même s'il y a une certaine pudeur sur certaines choses. Par exemple, la vie privée, ça, ça reste privé. Mais après, non, c'est vraiment quelqu'un sur qui je peux compter dès que j'ai un problème, vice versa. Et ouais, depuis petit, on se lâche pas en fait. Même s'il a été très dur avec moi, mais ça a été bénéfique pour moi. Et ce que j'allais te poser comme question, en dehors de l'école, c'est quoi que tu fais à côté? Comme tu le disais, t'aimes pas l'école, t'arrives pas à te concentrer, c'est pas un kiff. Est-ce que tu as des loisirs en dehors du foot ou tu fais autre chose? À la sortie de l'école, tu fais quoi? Il fait quoi comme activité, le petit Lamal, à la sortie de l'école? Franchement, il fait rien de bon, il fait rien de bien, il galère. Il veut juste être avec ses potes, il veut juste rigoler, il se prend pas la tête et, et il reste toujours assez même dissipé à l'extérieur. Donc il va un peu partout, il fait un peu de tout. C'est-à-dire un peu de tout. Est-ce qu'on a le droit à des détails ou... Ah oui, 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 bah à l'époque, après ça dépend quel âge. Si tu pars un peu plus Vraiment, dans comme 10, dans 10 ans, on commence en bas. 10 ans, ça va, j'étais en famille d'accueil, je faisais pas de bêtises. Franchement, 10 ans, ça va. J'étais pas. J'étais tranquille, je faisais rien de spécial. J'étais avec les potes, on restait dehors et après je rentrais tranquillement, quoi. L'âge de l'adolescence, c'est là où ça se complique un peu plus. Exactement, l'âge de l'adolescence, bah, je retourne chez ma mère parce qu'en fait, j'avais compris avec le temps, tous les ans, en fait, quand tu es en famille d'accueil, bon, je sais pas si c'est toujours le cas, mais en fait, on passait devant une juge. Et à chaque fois, tous les ans, la juge nous posait les mêmes questions. En tout cas, la même question, la question fatidique, c'était est-ce que ça se passe bien dans votre famille d'accueil? Et tous les ans,
ça se passait bien. Donc nous, avec mon frère, on disait, ça se passe bien. Mais avec le temps, on a compris qu'il renouvelait tout le temps. On ne pouvait plus retourner chez notre mère. Et on se dit, mais c'est un problème. C'est quand qu'on va retourner chez notre mère, en fait? Parce qu'on allait chez notre mère une fois toutes les 2 semaines. Et un jour, on est dans le métro et on joue avec mon frère et il y a une petite fille blanche qui vient nous voir et qui veut jouer avec nous dans le métro. Et là, on accepte de jouer avec elle, donc on lui prête nos jouets, on joue avec elle et de là, ma mère parle avec la mère de cette petite jeune fille. Et voilà, ma mère dit, voilà, mes enfants, ils sont en famille d'accueil, c'est compliqué, je peux pas les récupérer parce que je cherche du travail, mais j'ai pas de travail. Et la dame lui dit, vous cherchez dans quel corps de métier? Et elle dit, ouais, n'importe, femme de ménage, je prends tous les métiers qui s'offriront à moi. Et là, la dame, elle lui dit, bah ça tombe bien, ma sœur, elle vient d'ouvrir une société de nettoyage, je peux vous faire un entretien, et si ça passe, et ben let's go. Donc ma mère a fait un entretien, ça s'est bien passé, et elle a obtenu le poste. Tout ça pour dire que pourquoi j'ai appuyé sur dire petite fille blanche et autres, parce que l'éducation des deux côtés a été bien faite. C'est-à-dire que du côté de la femme blanche, elle a éduqué sa fille en disant que voilà, il n'y a pas de différence, que ça soit noir, arabe, chinois, peu importe les origines, les religions, un humain est un humain. Donc la petite fille blanche va vers deux noirs. Pour elle, c'est logique. Là, jusqu'ici, tout va bien. De l'autre côté, de l'éducation de la famille d'accueil ou de ma mère, elle a été bien faite parce que on accepte de jouer avec cette petite fille blanche, donc on fait pas de différence. Et ensuite, on accepte aussi de lui prêter nos jouets. Et là, on part dans justement, ne pas être égoïste. Voilà, toujours partager ce qu'on a. Et c'est ça, pour moi, qui est important. Et en fait, ça prouve que voilà, quand on est là et qu'on est ensemble, unis, eh ben, ça peut déboucher sur de grandes choses. Et là, la grande chose, ça a été que ma mère trouve du travail et puisse nous récupérer grâce à cette rencontre-là. Et ensuite, donc on passe devant chez la juge. Et là, la juge nous pose la question fatidique. Elle nous dit, ouais, ça se passe bien en famille d'accueil? Et là, on lui dit, non, franchement, ça se passe pas bien. Et là, je dis, ah oui, bon, pourquoi tout ça? On dit, bah ça y est, franchement, on s'entend plus avec elle. Tout, et de là, comme par hasard, comme par enchantement, on retourne chez notre mère. Mais est-ce que c'est pas fou qu'il faille qu'on soit obligé de dire que ça va pas pour finalement retourner chez nos parents? Est-ce qu'il n'est pas là le problème en fait? Si on voit que du côté de ta maman ça se passe bien, que vous êtes épanoui dans votre famille d'accueil, on se dit c'est bon, ce sont devenus des enfants équilibrés. De son côté à elle, elle aussi elle a retrouvé l'équilibre. Et il faut faire la connexion. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est grave finalement qu'il faut dire que ça se passe pas bien pour qu'on se Mais pour qu'on remette ensemble? c'est très grave, mais c'est le monde actuel. Malheureusement, c'est malheureux de le dire, mais en vrai, pour obtenir ce qu'on veut, des fois, eh ben, il faut des fois mentir. C'est là où c'est terrible. C'est que tellement le système il est fait en mode c'est trop c'est des machines, je pense. Ouais, c'est C'est pas mécanique, il n'y a pas de ouais, c'est logique. mécanique. Il y a plus d'humain, on n'est pas là, il y a plus de sentiments, de ressenti, parce que chaque cas est différent en fait, mais pour eux non, c'est robotisé. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça se passe bien, on les laisse là-bas. Ça se passe bien, on les laisse là-bas. Ça se passe pas bien, allez, ils retournent chez leur mère. Et c'est dommage. Mais peut-être qu'avec le temps, ça évoluera, hein. C'est pour ça qu'il faut des émissions comme toi pour parler de ça et peut-être faire avancer les choses. Et comment ta mère elle a vécu tout ça? Est-ce que vous en avez parlé plus tard, une fois à l'âge adulte, ou même sur le moment? Est-ce qu'elle vous disait comment? Parce que ça doit être épouvantable d'être séparé de ses enfants. Surtout qu'au final, en fait, sa seule faute, ça a été de vous faire garder pour aller chercher de l'argent et vous nourrir, Mhm. quoi. Bah oui, on en a parlé parce que bah d'ailleurs c'est elle qui m'a raconté l'anecdote du métro parce que je m'en souvenais plus. Et on en a parlé bien sûr pour une mère. En fait, c'est pour elle c'est une faute très grave. Elle s'en est voulu parce qu'elle se dit c'est de sa faute si mes enfants si on m'a retiré mes enfants en fait. Elle n'en voulait pas à la société, à la France et autres. Elle s'en voulait à elle-même. C'est ça qui a été le plus dur pour elle. Mais moi je lui disais que en vrai, grâce à ça aujourd'hui, eh ben on a pu et peut-être qu'aussi c'est une réalité hein, à cette époque. Peut-être qu'elle était vraiment pas apte aussi Mhm. à pouvoir nous garder. Tu vois. Et ça a été un peu une réalité parce qu'une fois que je retourne chez mes parents, enfin chez ma mère plutôt, et ben là, je commence à vraiment. On habite dans un quartier, donc dans le 94, à La Île-et-Rose. Et là,
On commence à avoir des fréquentations un peu farfelues, un peu bizarres. Et là, on commence à se mettre à faire des bêtises. Vous lui en avez jamais voulu à votre mère, juste avant qu'on revienne sur ces bêtises? Vous, en tant qu'enfant, jamais. Non. Moi, tu sais, après, depuis petit et même maintenant, euh, j'en veux à personne. Pourquoi? Parce que je me suis toujours dit, euh, si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, ou si tu te retrouves dans une situation délicate et compliquée, tu peux ne t'en prendre qu'à toi-même. Et là, je peux pas en vouloir à ma mère parce que, en vrai, c'est pas de sa faute. Elle a essayé de, elle nous a laissé chez une nourrice pour aller essayer de nous nourrir. Hmm. Donc en vrai, si je reproche ça à ma mère, bah je me reproche la même chose pour ma fille aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis peut-être pas tout le temps avec ma fille, je peux pas rester souvent avec elle, enfin 24 heures sur 24 avec elle. Pourquoi? Parce que je travaille. Mais je travaille pourquoi? Justement pour Pour la pouvoir nourrir nourrir. cette fille-là. Donc ça serait pas Hmm. logique. Du coup, il y a les bêtises qui arrivent, tu le disais, tu retournes chez toi, chez ta mère, et c'est là où les premières bêtises, elles arrivent. Hum. Comment ça se passe? Comment tu rentres dedans? Et ton rapport à l'école, est-ce que là, tu es toujours scolarisé ou Ouais, toujours scolarisé? toujours scolarisé, ouais. Comment tu te retrouves dans les premières bêtises? C'est quoi? Est-ce que tu sais ce qui a déclenché ça? Est-ce qu'il y a un déclenchement ou d'ailleurs ou pas? Bah, déjà, ma mère travaille beaucoup, énormément. Donc, elle part le matin, à 5h30 du matin, pour rentrer 23h. Donc, déjà là, elle laisse ses enfants seuls. Et bah, donc, nous, on est avec des potes, on est dehors, et de là, on n'a pas d'argent. Donc, on se dit comment on fait pour faire de l'argent. Donc, la solution qui s'offre à nous, malheureusement, c'est que pour trouver du travail, c'est compliqué. On est à l'école, donc on est jeune, on va pas travailler aussi non plus. Donc on se dit, voilà, on va voler un vélo et ensuite on va le revendre. Et ce vélo-là, non, mon premier vol, ça n'a pas été ça. Mon premier vol, ça a été une Game Boy. C'était une Game Boy. Euh, euh, en fait, c'est moi j'aimais bien les Game Boy, etc. Mais je n'avais pas les moyens d'en avoir une. Ou ma mère n'avait pas les moyens de m'en payer une. Et avec mon pote, je lui dis on aime bien les Game Boy, on n'a pas d'argent, comment on fait? On a été à Carrefour, on est parti, on a tenté d'en voler une, on s'est fait attraper. On a dit ah, on peut pas voler comme ça. Ok. Non, on a établi un plan, hein, carrément, une stratégie. Et à partir de ce moment-là, on se dit ah ouais, dans les parcs, il y a beaucoup de gens qui ont des Game Boy. Donc ce qui va se passer, mon pote il était gros, on va dire, tu sais, il était Mhm. corpulent, tout ça. Et je dis, regarde ce qu'on va faire. On va aller dans un parc et on va jouer avec des personnes qui ont des Game Boy, tout ça. Et à partir de ce moment-là, eh ben, on va dire de nous prêter leur Game Boy, tu vois. Donc on y va, on essaye, on va dans un parc, tout ça. Ah, ça va les gars, ouais, on joue un peu avec eux, tout. Ouais, prête-moi ta Game Boy. Non, le mec, il veut pas. Il est attaché, il se dit non, il veut pas, il veut pas. Donc on dit, ok, pas de problème. J'arrache une Game Boy et là, je cours. Je cours, tac. Je vole ma première Game Boy comme ça. Deuxième fois, mon pote, il a pas de Game Boy, vu qu'il y en a qu'une. Lui, il pouvait pas courir, il était trop corpulent, tu vois, il se serait fait attraper direct. Ce qui se passe, c'est qu'on se dit, bah, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on a une Game Boy, on va aller dans le parc et on va jouer à la Game Boy avec les gens. C'est réfléchi tout ça. Exactement. Donc, on joue à la Game Boy avec les gens, bam, 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 bam. Et là, ce qui se passe, c'est que j'arrache une autre Game Boy à une autre personne. Tu me suis? On a deux Game Boy. Vous êtes deux de Game Boy, normalement c'est bon, l'affaire elle est pliée. Tout va bien. Mais maintenant, il faut qu'on ait de l'argent. Donc, on va revendre ces Game Boy-là. Ok, vous vouliez même Ok. pas jouer à la Game Boy. De base, c'était pour l'argent. Mais avant de les vendre, on retourne dans le parc. Et là, on a deux Game Boy et on joue avec deux personnes. Tac, tac. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'arrache la Game Boy de mon pote et j'arrache la Game Boy d'une personne pour faire style. Et mon Ah pote, il reste sur ouais. place pour pas que lui il court parce qu'il peut pas courir. Tu vois? Donc, en gros, lui-même, il se fait soi-disant voler. Après, on se retrouve, etc. Mais en gros, voilà, les premiers vols, c'était. Et t'avais quel âge à cette époque-là? Ah, j'étais jeune, je devais avoir 14 ans, un truc comme ça. Réfléchis quand même à 14 ans, des plans établis. Ouais, ouais, Et c'était est-ce marrant. que c'est quand que vous vous faites attraper? C'est quand la première fois que tu te fais, entre guillemets, péter? Je me suis jamais fait attraper pour des choses futiles. C'est-à-dire, j'ai fait plein de choses dans ma vie.
Bon, là, je pense qu'il y a prescription. Si je le dis, ils vont pas venir me frapper à ma Bah, porte. j'espère. On veut pas être Ça va, responsable. c'est des Game Boy, c'est des Game Boy, c'est des autoradios. Non, non, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, mais souvent, petite parenthèse quand même, quand je parle de ça, ou quand je parle de la prison, souvent on dit la malle, tu fais l'apologie de la prison ou autre. Parenthèse, c'est pas l'apologie, voilà, de aller voler ou aller truc, non, c'est loin de là. C'est juste mon parcours. Il a été comme ça, je ne le cache pas, mais je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait. Ouais, c'est pas un exemple à reproduire. Et c'est pas un exemple à faire. C'est important de le dire. Et si j'avais eu un fils, et j'ai une fille, mais si c'était un fils ou même ma fille, je lui dirais de ne pas faire ça. Hein, parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire dans la vie. Et aujourd'hui, moi maintenant qui suis, on va dire, dans la légalité, me faire voler aujourd'hui, c'est incroyable, c'est terrible. Donc maintenant, je ressens ce que eux ressentaient à l'époque quand je volais les gens, tu vois. Mais ça, c'est important de le dire aux jeunes qui nous écoutent, hein. Comme on le disait, cette émission, on l'a aussi fait dans ce sens-là, et pour dire aux gens qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. Et c'est important que tu le dises. Enfin, d'en voler, il n'y a rien de bon d'en voler quelqu'un, quoi. Même si Exactement. c'est un plaisir éphémère, et derrière, c'est des conséquences pour la personne que tu as volé, et ça peut être des conséquences pour soi et sa famille Exactement. à plus long terme. Donc, Exactement. sur toutes ces petites histoires, entre guillemets, petites, je mets des grosses guillemets, tu te Ouais. fais pas attraper. Non. C'est là, il y a l'argent, tu commences quand même à prendre un peu d'argent sur ces petits vols-là. Mhm. C'est quoi l'étape d'après? Est-ce qu'il y a une étape d'après ou est-ce que tu t'arrêtes là et Bien tu te sûr. satisfais Non, 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 bah non. L'appât du gain, on appelle ça. Donc après, c'est de la vente de drogue. La vente de drogue, parce que je me dis, ah ouais, il y a de l'argent dans la drogue, etc. Donc on commence à vendre de la drogue. Pareil, stratégie élaborée. Dans mon quartier, il y avait un terrain où les grands vendaient de la drogue, etc. Mais nous, on se disait, comment on va faire pour vendre de la drogue? On n'a pas de clients. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on se cachait derrière des bâtiments et à chaque fois qu'un client venait pour aller sur le terrain, et ben on le détournait, on lui disait, nous on te fait moins cher, on te vend moins cher. Donc le client après, on le rapatriait comme ça. Mais un jour, nous on faisait chacun son tour. Et un jour, il y a une personne qui a voulu me doubler. Il venait de vendre, il a voulu revendre à un aîné un peu plus grand que moi. Et de là, je me suis embrouillé avec lui. Je suis allé voir mon associé, je lui ai dit, viens, on va le défoncer. Et de là, mon associé, un peu plus réfléchi, il me dit, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser se battre entre eux et nous, on va vendre du semi-gros. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de vendre des barrettes, eh ben, on va vendre des petits blocs pour que eux puissent faire leurs détails. Tu me suis ou pas? Ouais, je te suis. Jusque-là, je te suis. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, donc tout le quartier, qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, viennent nous voir nous. Parce qu'à l'époque, c'est soit tu prends 1 kilo et voilà, on n'avait pas les moyens pour, ou soit c'était des barrettes. Mais nous, on a été dans le juste milieu. Et là, tous ceux qui n'avaient pas les moyens de pouvoir prendre du gros, eh ben, ils venaient chez nous. Et de là, on a commencé à ravitailler tout là, il est rose. Après, on a acheté en gros, et on a grossi comme ça. Et sur ces moments-là, il n'y a pas un moment de regret, de remords? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu rentres chez toi, tu te dis ce que je fais quand même, c'est pas bien, c'est pas fou? Parce qu'on sait en plus les conséquences que ça peut avoir sur les gens, la drogue, etc. Il n'y a pas un moment où tu te dis que ouais, là où je suis, en fait, c'est pas fou? Franchement, non. À ce moment-là, en fait, moi, j'ai compris que je faisais quelque chose de ouf quand je me suis fait attraper par la police. Mais avant, je réalise pas. Pour moi, c'est rien. C'est normal. Je me dis, je suis un petit, je vends de la drogue, y a pas de problème. J'ai pas de regrets, pas de remords. Voilà, je fais mon argent, je vis, j'achète une voiture, j'achète des scooters, etc., des motos de cross, bref. Mais à un moment, quand tu te fais attraper par la police, parce que moi, mon histoire, c'est une grosse histoire. La première fois que je me fais attraper par la police, parce que tu me disais, est-ce que je me suis fait attraper? Non, je me faisais pas attraper. De là, mon surnom, la malle, il vient de là, Ouais, puisque... tu te faisais la malle. Exactement. J'ai lu ça sur Le Parisien. Et voilà, exactement. Et en fait, la première fois que je me fais attraper, c'est une grosse histoire, c'est 60 kilos de cocaïne. Voilà. Trafic international entre la France et la Guadeloupe. Et là, quand l'octrice m'attrape, aujourd'hui l'OFAS maintenant, ils m'attrapent et ils me disent, nous, on n'est pas les petits keufs de chez toi, ça c'est une grosse brigade. Aujourd'hui, tu vas tout nous dire. Oh, j'ai dit, Et c'est là où tu prends Là, je prends 4 ans. 4 ans de prison. Pour la première fois que je me fais attraper, 4 ans. 4 ans tout de suite. 4 ans de prison. Et là, quand je suis pendant le jugement,
La juge, elle énumère tout. Voilà, trafic international en bande organisée, 60 kilos de cocaïne. Et là, je réalise dans le box. C'est-à-dire, pendant mon jugement, je réalise, je me dis, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, mais en vrai, c'était sérieux. Et de là, même le Parisien était là lors du procès. On fait un article, etc. Et voilà, à partir de ce moment-là, tu réalises. Et après, la prison. Ça se passe comment la prison? Il y a Adama Kamara qu'on avait reçu qui nous décrivait la prison et il nous la décrivait de manière assez subtile. Et moi, j'avais bien aimé comment il nous l'avait décrit. C'est vraiment, il nous décrivait vraiment comment c'est une prison. C'est une douche pour deux quand il y a une douche en cellule, sinon il n'y a pas de douche. C'est des toilettes. Il nous le disait, je reprends ces termes. Hein, quand tu chies, l'autre il sait que t'as chié. Je peux pas te cacher, quoi. Ouais. C'est quand tu pleures, l'autre il sait que t'as pleuré. Si t'es dans d'autres choses, l'autre il sait ce que tu fais le soir. Toi, c'est quoi ta conception de la prison? Ça a été quoi? Quand tu arrives dans l'univers carcéral, c'est quoi qui te marque en premier? Déjà, il faut savoir que moi, je suis du 94. Et vu qu'on était plusieurs dans l'affaire, et quand t'es pas jugé, eh ben, ils peuvent pas te mettre avec les mêmes personnes pour pas que vous puissiez vous concerter. Donc moi, ils me ramènent dans le 78 à Bois d'Arcy. Donc là, j'arrive à Bois d'Arcy. Déjà, la première chose qui me choque, c'est que on me met tout nu. Ouais, Dama Kamara aussi nous disait ça. C'est l'humiliation. Exactement, c'est-à-dire ils viennent, ils disent déshabille-toi. Donc moi, j'ai déjà fait de la garde à vue, je me dis tranquille. Je me déshabille, tac, j'enlève, je reste en caleçon. Ils me disent enlève ton caleçon. Comment ça, enlève ton caleçon? Enlève ton caleçon, tout nu. Baisse-toi, tous. Et là, tu te dis, ah ouais, ok, c'est sérieux. T'arrives dans la prison, tu marches, les coursives, elles sont grandes à Bois d'Arcy. C'est long, tu marches. Et là, t'entends surveillant, des insultes. Ah, waouh, surveillant, ah, waouh, waouh. Tu sais, en fait, t'es dans un autre monde, tu regardes, tu te dis, mais où je suis, en fait? C'est les favelas, tu vois? Et là, tu rentres dans une cellule, bruit de clé, bam, ils t'enferment. Allez, rentre là-dedans, merci, au revoir. C'est plus ça qui m'a choqué, c'est vraiment, dès que je suis arrivé, les cris, les surveillants, les tapages de porte, c'était un brouhaha, laisse tomber. Est-ce qu'on a peur quand on arrive? Est-ce qu'on se dit, ah ouais, là, est-ce qu'à ce moment-là, par contre, il y a des regrets? Non, Toujours pas? toujours pas de regrets, mais bien sûr de la peur. Tu te dis, ah ouais, je suis où là? Et en plus, quand c'est la première fois, tu sais pas où tu mets les pieds. Tu sais, la prison, tu as toujours entendu, il y a eu des viols en prison, il y a des trucs, il y a des ceci, il y a des... Tu te dis, ah ouais, tu vois. Mais au final, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Toi, tu vas faire de la prison une force. On va passer au côté positif quand même. On va pas parler que de négatif. En prison, tu montes des séquences thématiques avec des amis, avec des snaps, pardon, mis bout à bout. Fren My Secret Story. Sur Facebook, tes vidéos, elles explosent. La première de 6 minutes, elle dépasse rapidement le million de vues. Dans tes vidéos, t'enchaînes les vannes et les détournements, les rois du shopping en prison, le meilleur pâtissier, question pour un champion de Fren, et surtout les émissions de foot Canal Fren. Et tu dis, j'ai lu une citation de toi où tu dis, je supportais très bien la prison, j'en ai profité pour lire Harry Potter. Ça se résumait à ça, la malle en prison. Déjà, comment tu as cette idée de faire des émissions télé en prison? Comment ça se passe dans ta tête? Comment ça se crée ce truc-là? Parce que finalement, c'est ça en fait qui va te ramener là où tu es aujourd'hui. On en parlera un peu plus tard. Non, franchement, ça, j'ai pas d'explication là-dessus. C'est juste que quand je fais quelque chose dans ma vie de tous les jours, j'aime trouver toujours des concepts. J'aime toujours, tu sais, j'aime pas faire les choses simplement, ah voilà, je fais ça et merci, au revoir. Je sais pas, j'aime toujours. Et c'est venu comme ça, hein, c'est venu franchement, moi dans la vie de tous les jours, en fait, je suis quelqu'un qui aime rigoler, qui aime faire des petites imitations des fois. Quand j'étais chez moi à l'époque, on jouait à la PlayStation, j'aimais commenter les matchs de foot, mais quand mes potes y jouaient, moi je commentais. Et là, je suis en prison, je regarde ces émissions-là et elles me plaisent. C'est-à-dire toutes les émissions que j'ai revisitées, elles me plaisent de base. Et je me suis dit, mais là je suis en prison, je galère. Je fais une parodie où je les revisite en fait. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en prison, toutes ces émissions-là, elles existent en vrai, mais dans la réalité. C'est-à-dire que un dîner presque parfait en prison, ça existe. Parce qu'en prison, il y a des gens qui font à manger et ensuite qui envoient à manger à
collègues en prison, on va dire, pas leurs co-détenus, puisqu'on s'envoie des lassos, etc. Et des fois, ils leur disent, ah, mets-moi une note. En fait, même en prison, on est là et On fait passer le temps à sa manière. Et là, je me suis dit, ah ouais, bon, voilà, je vais faire un dîner presque parfait en prison. Oh, il y a des gens en prison qui aiment bien saper il y a des gens en prison, même en promenade, ils sont en mode beau gosse, au parloir. Alors, je t'en parle même pas quand ils vont voir leur meuf ou quand ils vont voir, ils se mettent au max. Donc, en vrai, ça, les rois du shopping, tu vois, en prison, je me suis dit, ah ouais, toujours au parloir. Moi, j'aimais bien aussi me saper et tout ça la nuit. Donc, je disais, mais je vais faire ça, tu vois, avec plusieurs tenues différentes. Et voilà, c'est venu comme ça, en fait. Et ça va marcher, Ouais. ça va exploser, tu vas te faire péter par un surveillant. Ouais. Tu finis en isolement. Et il y a, avec tout ce que tu es en train de me dire depuis tout à l'heure, j'ai lu aussi, je crois que c'est sur Street Press ou sur Le Parisien, un des deux en tout cas, je disais cette histoire de téléphone. On vient dans ta cellule, vous êtes surpris, je crois que tu as 3 téléphones, on en pète 2 et donc du coup il t'en reste un. Un téléphone que tu vas cacher en allant vers l'isolement que tu vas cacher. Bon, en fait, j'ai envie de te poser une question et je ne sais pas si tu es déjà allé voir un psy ou quoi. Est-ce que tu t'es déjà fait diagnostiquer HPI ou pas du tout? Non, mais pour de vrai, c'est une vraie question que j'ai. Trouble de l'attention à l'école, tu te concentres pas, tu n'arrives pas à te concentrer. Et c'est souvent les caractéristiques qu'ils ont les hauts potentiels intellectuels. On n'arrive pas à se concentrer à l'école parce que tu t'ennuies. Il y a cette intelligence, j'ai l'impression que tu as toujours un coup d'avance sur tout ce que tu fais, tout est réfléchi. Tu nous le disais, même à 14 ans, l'histoire des Game Boy, etc. On peut se dire à 14 ans, les gens ils sont matures déjà, mais c'est pas tout le monde qui a cette réflexion-là. Est-ce que tu es déjà allé voir un psy pour te faire diagnostiquer au potentiel intellectuel ou pas du tout? Franchement, non. Bah, j'espère que tu iras après l'émission, après l'émission le faire, mais j'ai vraiment l'impression que tu as un QI, et c'est pas pour te flatter que je le dis, mais c'est possible. Hein, c'est les caractéristiques qu'on retrouve souvent Enfin, chez les enfants au potentiel intellectuel. C'est ce trouble de l'attention à l'école et cette intelligence exacerbée. Donc, j'espère que tu iras voir. J'irai pas, mais je dirais aux gens que je suis un HPI. On a détecté que j'étais un HPI. Je vais plisser les yeux, tu vois, comme ça. Parce que quand t'es HPI, maintenant, faut être. Voilà, Ouais, il se la pète un peu. C'est ça, tu vois. Il gaze un peu. Péter, tu vois. Du coup, tu te fais attraper, mais les vidéos, elles marchent quand même, ça pète. Quand tu sors de prison, est-ce que t'as ce retour de notoriété-là ou pas du tout? Est-ce que ça te revient? Bah, même en prison, déjà. Même en prison, j'ai ce retour-là parce que déjà, mon Snap, il explose. Et tout le monde m'ajoute, de Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, toutes les villes, en fait. Et tout le monde m'envoie des messages tous les jours. Ouais, truc de ouf, ouais, my secret story, my secret story. Je dis, ouais, c'est quoi ce délire, en fait? Et donc, dès la prison, j'ai des sollicitations. J'ai des gens qui m'appellent de l'extérieur et qui me disent, hey, là, My Secret Story, et j'ai envie de le placer en télé. On fait un truc, une sorte de mini-série où tu sors et on montre en même temps quand t'es à l'intérieur. Tout, là, je suis pour parler avec la chaîne. Normalement, le concept, ils ont accepté. Bam, bam. Donc déjà, dès la prison, j'ai plein de sollicitations où des gens me proposent, en tout cas, des choses. C'est plus facile à vivre en prison, ça, d'avoir une perspective d'avenir, de se dire que quand on va sortir, ce sera forcément plus beau. Est-ce que ça facilite sa fin de peine? Non, parce qu'à ce moment-là, je me dis pas que je vais péter par rapport à ça. Je me dis pas que les télés ils vont m'appeler par rapport à ça. Je me dis pas qu'il y a des gens qui vont vouloir écrire des livres par rapport à ça, etc. Donc je me dis non, franchement, c'est juste des gens qui parlent et on connaît l'humain. Hein. Et moi, c'était vraiment pas dans mon but de péter. Que ce soit sur les réseaux ou dans la vie ou d'être animateur. C'était vraiment pas mon truc. Moi, c'était entrepreneur. Je vais dans un pays, par exemple. Je l'ai dit l'autre fois, je suis allé à New York en 2006. Et je me suis dit, quand je vais dans un pays, en tout cas, je regarde ce qui manque. Et quand je suis allé à New York, je vais acheter, par exemple, je veux pour acheter du pain, une baguette. Je sors, tac. Je peux pas acheter de baguette, il n'y a pas de boulangerie. Je me dis, mais faut ouvrir une boulangerie, en fait, ici. Tu vois? Et en fait, à chaque fois, moi, je cherche le petit truc qui fait que donc j'étais plus entrepreneur dans ma tête que vouloir être au devant de la scène. Les snaps, c'était bien. Et carrément, même quand je suis sorti, je continuais à faire des snaps, mais je suis pas influenceur. Donc, je faisais des snaps, et je recevais des messages. Hey, tu retournes quand en prison? C'est devenu un jeu. Je disais, vous voulez que je retourne en prison juste pour My Secret Story, en fait. Ouais, on veut. Je dis, vous êtes des bâtards. Bon. Il rêvait de quoi, le lama le plus petit? C'était déjà entrepreneur ou t'avais d'autres rêves, d'autres aspirations? Aucun rêve, aucune inspiration, rien. Franchement, je savais pas où j'allais, je vivais au jour le jour. Je voulais juste faire de la moto.
T'étais Moi, un j'étais un fan. fan de bécane de cross, etc., de la moto. Moi, mon but, c'était juste faire de la moto. Le reste, c'est pas mon problème. Du coup, quand ça arrive, cette notoriété, comment tu la gères? Comment ça se passe? Est-ce que t'es... là, ça y est, il y a même les sollicitations, tu le disais, hein, des premières chaînes de télé, etc. On va même t'inviter à venir intervenir sur certains sujets, sur différents plateaux télé. Comment toi tu gères tout ça? Et est-ce que à ce moment-là, tu te dis qu'il y a quelque chose à gratter à ce niveau-là, ou c'est toujours pareil, on se prend pas plus la tête que ça, mes aspirations elles sont ailleurs? En fait, quand je sors de prison, la première interview que je fais, c'est Street Press. Street Press, il me sollicite, première interview, et je me dis, ok, je vais le faire. Street Press, pas de problème. À partir de ce moment-là où je fais Street Press, tous les médias m'appellent. Il faut savoir que TPMP m'ont contacté à ce moment-là. Dès que je sors de prison, ça c'était en 2014, il me semble, tu vois. C'est-à-dire bien avant que je passe sur Mhm. TPMP, BFM TV, etc. Le Parisien, etc. C'est Street Press, la première interview. Et de là, tout le monde m'appelle. France 3, France 2, Quotidien, etc., etc. Même Quotidien, ils étaient venus dans un studio euh, parce que je faisais de la musique. Ils étaient venus justement me voir, etc. On a fait une interview. Elle est jamais sortie, il me semble, parce que ils pensaient que je pense qu'ils allaient voir un teubé, mais ils ont vu quelqu'un Ok, pour y réfléchir. de réfléchi et qui parlait bien, etc. Donc je pense que voilà, ils ont pas sorti le truc, mais j'ai refusé, j'avais tout refusé. TPMP, j'ai refusé. France 2, j'avais refusé. France 3, j'avais refusé. Il y a que Quotidien, j'avais accepté. Et bah, Street Press. Donc, je voulais pas faire ça de base. Être au devant de la scène. Moi, mon but, c'était rapper, être entrepreneur. Enfin. Mais après, une fois que j'ai eu ces sollicitations-là, avec le temps, il y a eu le Covid, euh, les lives Instagram. Et de là, quand ils m'ont sollicité pour une deuxième fois, là, j'ai accepté. C'est-à-dire que tu mets quand même du temps avant d'accepter cette notoriété-là. Et entre-temps, qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi, j'ai pas bien répondu à ta question. C'est vrai que tu m'as posé la question sur la notoriété. La notoriété, en fait, c'est, j'ai toujours dit, chacun a un degré de notoriété dans la vie. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être chez toi, tu as un degré de notoriété parce que tu es peut-être le plus intelligent. Peut-être tu as un degré de notoriété parce que tu es peut-être le plus beau. Peut-être tu as un certain degré de notoriété parce que tu fais plus d'argent que les autres. Et nous, enfin moi personnellement, depuis petit, j'ai toujours eu de la notoriété à une petite échelle, Mhm. mais dans mon entourage. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'arrive à La Île-et-Rose dans le 94 en cinquième. Quand je dis cinquième, pourquoi? Cinquième, la sixième, elle est déjà passée. Donc le collège, tout le monde se connaît. Tu me suis? Mhm. Moi, j'arrive en cinquième, je suis le petit nouveau. Donc là, les gens te sollicitent. Ah, le nouveau, le nouveau, le nouveau, le nouveau, le nouveau. Donc il y a cette Ok, sollicitation-là, tu une vois. notoriété due à la nouveauté. Voilà, voilà. Ah, ça va, tu vas bien. Bon. Donc les gens, ils viennent indirectement et te sollicitent. Ensuite, j'ai vendu beaucoup de drogue, comme je te disais. J'ai fait beaucoup d'argent. Et quand, dans un milieu où tu as quelque chose que certaines personnes veulent, eh ben, ils te sollicitent. Ils t'appellent, ton téléphone, il sonne toutes les 2 minutes. Ouais, la malle, s'il te plaît, arrange-moi, la malle, la malle, la malle. Donc en vrai, cette notoriété, tu l'as un peu déjà. Et là, en fait, quand elle arrive Du côté du côté des positif. médias, Mhm. mais en vrai, ça change rien, moi, à ma vie. Parce que j'ai déjà été sollicité à chaque fois que mon téléphone, il sonne maintenant ou avant, il sonnait pareil. Pas pour les mêmes raisons, mais il sonne toujours pareil, il sonne toujours autant. Donc en vrai, la notoriété et autres, ça n'a rien Ça va changé pas pour moi. changer. Voilà, c'est pour ça que je suis toujours en fait le même, parce qu'en vrai, ça a toujours été comme ça. Et après, certes, c'était pas pareil, et j'espère que ça ne sera pas aussi comme maintenant, hein, plus tard, mais en tout cas, normal pour moi. Dans tout ça, c'est à quel moment que tu prends conscience qu'il faut arrêter les bêtises? Est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y en a, c'est l'arrivée d'un enfant. Il y en a, c'est parce que bah, la prison, ça fatigue quand même. Il y en a, c'est parce qu'ils ont fait une rencontre. Il y en a, c'est parce qu'ils ont lu un livre. Est-ce que toi, il y a un déclic dans tout ça en dehors de tes vidéos sur Snap, qui, qui te font péter? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te fait dire, ouais, là, ça y est, faut que je me mette en retrait de tout ça? Eh ben, tu sais quoi? Le comble, il y a pas longtemps, je suis allé à la prison de Villepinte.
Je suis à la prison de Villepinte, la directrice de la prison me sollicite, elle me dit, Lamal, ton parcours il est grave intéressant, il est incroyable. J'ai envie que tu viennes dans la prison pour parler aux jeunes majeurs, pour leur raconter un peu ton parcours, parce que toi, justement, tu as déjà vécu ce que eux vivent aujourd'hui, donc ils vont plus t'écouter qu'une personne qui va venir et qui va leur faire la morale, oui, c'est pas bien, faut pas faire de bêtises, etc. Donc j'accepte. Et là, à partir de ce moment-là, il y a une personne qui me pose la même question que toi, qui est enfermée et qui me dit, t'as fait de l'argent, la malle, dans les stupes, etc. Moi, je suis tombé pour trafic de stupes, j'ai fait de l'argent. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? J'ai dit, pour moi, ça ne tient qu'à moi. Il y a trois possibilités. Première possibilité, la prison, elle t'a marqué, t'as peur d'y retourner. Tu te dis non, c'est trop pour moi, c'est trop dur pour moi, je ne peux pas me permettre d'y retourner. Première des raisons. Deuxième des raisons, tu crois en Dieu. Tu te rapproches de Dieu, tu es croyant, tu te dis le bien, le mal, je peux plus vendre de la drogue si vraiment tu es vraiment un vrai croyant, etc. Tu sais que vendre de la drogue, c'est pas bien, donc tu vas travailler comme tout le monde, etc. La troisième, pour ma part, c'est la notoriété. Quand quand tu fais passer des messages, que tu parles aux jeunes, que tu parles aux gens, que tu dis voilà, j'ai fait ça, mais c'est pas bien, il faut pas faire de bêtises, etc. Et qu'au final, tu te fais attraper, les gens ils vont Ouais, dire ça mais en casse le fait, message. t'es un fou en fait, toi. T'es là, tu nous vends monts et merveilles, tu nous dis faut pas faire ci, faut pas faire ça, mais toi-même tu l'appliques pas pour toi. Toi-même tu continues à faire tes bêtises. Comment tu veux que je t'écoute? Comment tu veux être crédible dans la vie? Tu vois, tu peux pas être crédible à ce moment-là. Mhm. C'est comme demain, tu trompes ta femme et tu lui dis non, faut pas que tu trompes ton mari, hein, il faut pas, hein. Mais toi-même, tu le fais. Comment tu vas être crédible? Tu perds toute crédibilité. Et aujourd'hui, moi, c'était mon cas. Je pense que c'est la notoriété, parce que tu fais beaucoup d'argent hein, dans les bêtises, tu vois. En tout cas, moi, j'en ai fait beaucoup. Et je pense que c'est ça vraiment qui m'a. Eh, tu commences à avoir un truc là, et ça de côté. Et rencontre aussi, tu veux pas faire souffrir ta famille. Aussi, c'est important, tu vois. Parce que c'est plus l'entourage qui souffre que toi. En tout cas, moi, pour ma part, Mhm. quand j'étais en prison, je l'ai bien vécu. Mais c'est plus ma mère qui vient au parloir, qui pleure. C'est là où c'est plus dur, quoi. La religion, ça a joué un rôle chez toi ou pas du tout? C'est pas. Franchement, en termes de bêtises, non. Malheureusement. Je suis croyant en plus. Mais non, j'ai pas, ça n'a pas joué un rôle dans le sens où j'arrête mes bêtises par rapport à ça, en vrai. Tu vois, alors que je le sais que c'est pas bien, Mhm. etc. Mais par contre, quand je prie, je demande de m'éloigner de tout ça. Tu me suis? Mhm. Donc indirectement, je pense que c'est lié, tu vois. Mhm. Et quand tu demandes quelque chose à Dieu, bah hier par exemple en émission, je recevais une chanteuse qui s'appelle Gloire Grace. Une chanteuse, elle chante pour Dieu en fait, c'est une chrétienne, elle chante pour Dieu. Bon, moi je suis pas chrétien, je suis musulman, je suis converti. Mais en tout cas, elle disait que voilà, quand tu demandes quelque chose à Dieu, etc., ben, en tout cas, il te le donne en général. Ouais, faut être patient. Exactement, Patience. exactement. C'est ce que nous disait aussi Elad, il faut être patient, c'est important d'être patient et de pas tout vouloir tout de suite. Souvent, c'est ce qui nous fait tomber dans les travers. Il y a Mm. la notoriété, ça explose, ça marche, touche pas à mon poste. La première fois que je t'ai vu, c'était là-bas, d'ailleurs, à Ok. l'époque où je regardais encore touche pas à mon poste. Ah, tu regardes Première... plus? Non, pour diverses raisons. Mais la Ah. première fois que je t'ai vu, c'était là-bas, ça marche. Comment on passe de. On t'invite sur certains plateaux télé pour discuter de choses à gauche à droite à devenir animateur. Et si je me trompe pas, moi, la première fois que je t'ai vu sur Touche pas à mon poste, c'était peut-être pas ta première fois là-bas, parce que derrière, tu vas interviewer Hanouna à la radio, donc je Mm. pense que tu étais déjà un peu Ouais, dedans. j'étais déjà en radio avant d'aller Mhm. à Touche pas à mon poste en fait. Donc moi, en fait, il y a eu le Covid, donc j'ai fait des lives Instagram. De là, le patron de la radio, il tombe sur un de mes lives, etc. Donc là, il me propose d'être animateur radio. Je te passe les détails, hein, parce que Mhm. sinon, on va rester là. T'as une émission en plus après, il me semble, donc laisse tomber. Et en fait, à partir de ce moment-là où euh, j'arrive en radio, là, TPMP me contacte, BFM TV. Non, BFM TV me contacte avant. BFM TV me contacte avant. France 5, c'est à vous. Ok. Et après,
TPMP. TPMP, je suis invité parce que je dois parler de Nordan Lelandais. Ils avaient retrouvé un téléphone portable dans sa cellule. Donc là, j'invite Cyril en pleine émission dans mon émission à la Oui, radio. ça, je m'en souviens. Voilà. Et de là, à la fin de l'émission, il me dit, t'as un truc, il me dit, franchement, est-ce que ça te dirait d'être chroniqueur? En août, il y a des tests. Donc il me dit, voilà, si tu veux passer les tests, tout ça, let's go. Je dis, vas-y, ok. Et donc il a vraiment retenu sa parole, puisqu'en août, on m'a contacté. Et de là, j'ai fait les tests, ça s'est super bien passé. Et voilà, je suis rentré comme ça dedans. Même si on m'a pas vu souvent là-bas, en tout cas, on aurait pu me voir plus souvent parce que des fois, moi, j'étais à la radio aussi, j'étais en direct à chaque fois, de 20h à 21h. C'était compliqué, il fallait gérer, mais en tout cas, non, une belle expérience. Et ça te plaît ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu kiffes ce monde de l'animation? Tu le disais quand tu étais petit, tu n'avais pas de perspective. Ouais, je ce que kiffe. pourra, mais est-ce qu'aujourd'hui tu kiffes ce que tu fais quand même? Je kiffe parce que pour moi, personnellement, chacun est comme il est, tout ça. Moi, franchement, je me prends pas la tête. J'aime parler avec les gens, donc en vrai, que je le fasse devant des caméras ou hors caméra, c'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Je parle avec tout le monde, même mon manager, à chaque fois, il me dit, mais t'es fou, toi. Je peux m'arrêter, je discute avec un SDF pendant 30 minutes, on se pose, on discute de tout et de rien, mais je trouve que c'est enrichissant. En fait, discuter avec l'humain, pour moi, c'est là où ça m'enrichit. Les expériences de la vie, comment il réfléchit, comment il voit les choses. En fait, pour moi, là où tu deviens super fort, c'est quand tu arrives à avoir ton point de vue, ton opinion, mais à te mettre dans la place d'autres personnes qui peuvent avoir une autre opinion que toi. Hein, sans parler des opinions de fous, des racistes, tout ça. Hein. Je te parle pas de ceux-là. Hein, parce que ceux-là, non merci. Je veux pas être... Comment il se sent la malle dans la société d'aujourd'hui? Oh, il se sent très bien parce que... Il se sent très bien parce qu'il est réaliste. Réaliste dans le sens où il sait que on veut pas d'une personne comme elle. Je sais qu'on veut pas d'une personne comme moi dans les médias, dans les trucs, parce que je suis un peu trop ghetto pour eux, ou un peu trop street, ou un peu trop français. Je parle peut-être un peu trop français pour eux. Et tu vois, en tant que journaliste, etc., tu sais, ils aiment bien prendre des pincettes, voilà, être un peu truc. Moi, je suis pas dans ça. Donc, je me sens bien parce que je sais qu'ils ne veulent pas de moi. Mais j'ai toujours dit, c'est un message à faire passer aux gens aussi, c'est que si tu aspires à quelque chose, et que tu sais que frapper aux portes, eh ben les portes seront toujours fermées, parce que ça peut arriver hein, des fois, qu'on te ferme tout le temps les portes, eh ben crée ta propre porte. Et moi aujourd'hui, j'ai créé mon propre plateau télé, aujourd'hui à Saint-Cloud, que je mets d'ailleurs à louer, en location pour ceux et celles qui veulent faire leur propre émission de télé, etc. Justement, je l'ai créé spécialement pour ça, pour pouvoir donner l'opportunité, parce que j'ai compris un truc, c'est que les médias, c'est la chose la plus importante. Les médias, c'est la chose la plus importante. Donc, tous ceux et celles qui se lancent, qui font des podcasts, qui font des émissions, qui font des trucs, pour moi, ils ont tout compris. Parce que je regarde beaucoup de documentaires, que ça soit euh, Poutine, que ça soit Hitler, que ça soit Kim Jong-un. Et ben ces gens-là, quand ils avaient le pouvoir, comment ils ont fait pour propager leurs idées? C'est via les médias. Hitler, c'était la radio. Kim Jong-un, quand il arrive au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est on va dire la Claire Chazal de la Corée là-bas, et ben il l'a pris et il l'a mis. C'est la seule personne déjà qui arrive, qui peut en tout cas être en tête à tête avec Kim Jong-un. Sinon, Kim Jong-un, il est jamais en tête à tête avec une personne. C'est la seule personne qui a le droit d'être en tête à tête avec lui. Et c'est pour dire que la puissance des médias, c'est une journaliste qui a droit d'être avec le président, en tout cas. On l'appelle président, dictateur comme vous voulez. Un peu dictateur quand même. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que la puissance des médias, et c'est pour ça que j'ai créé mon propre plateau, pour que les gens qui ont leurs médias puissent pouvoir venir et faire leurs émissions dans des conditions de professionnels. Parce que mon plateau, il y a vraiment, j'ai mis beaucoup de moyens, il y a beaucoup de budget dedans, et c'est vraiment comme si tu étais sur CNews ou à la télé. Quoi.
Bon, on y passera à l'occasion faire un tour. Avec plaisir. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes qui nous écoutent ou ceux qui pensent que c'est pas possible? Moi, j'ai une anecdote à ce sujet. Là, on parle de journalisme et tu parlais de ce fait que tu es dans un endroit où on veut pas te voir là-bas. Et c'est vrai que dans le journalisme, en tout cas, il y a beaucoup de jeunes issus de l'immigration qui se disent que c'est un milieu un peu fermé, bloqué. Je me rappelle, j'avais rencontré, c'est une anecdote, c'est la deuxième fois que je la raconte ici, j'avais rencontré un gars en haut qui fait de la politique pour venir ici et tout, et je le vois, et c'est un Renoir, première fois que j'arrive ici, il me dit, ouais, tu veux faire quoi dans la vie et tout, et je lui dis, je suis tout content, ouais, je vais être journaliste, tout ça, là, je vais passer à la radio ce soir et tout, et il me regarde, il me dit, ouais, t'es noir, frère, les noirs, ils font pas de journalisme, on passe à autre chose. Et je regarde, je lui dis, wesh, mais t'es noir et tu fais de la politique, frère, on est dans le même bateau. Et souvent, c'est ce qu'on nous dit aux jeunes, en tout cas issus de l'immigration, c'est que c'est un milieu fermé, c'est que c'est pas pour nous. Et les plateaux télé le démontrent assez bien. En vrai, on va pas se mentir non plus. La diversité culturelle, tu vas pas la retrouver sur BFM TV, CNews ou même sur des chaînes de sport comme l'équipe. RMC, ça va encore un peu plus, mais sinon, tu vas pas la retrouver tant que ça. Donc, tu dis quoi à ces jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine-là, mais qui ont peur de ne pas réussir par tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent? Aujourd'hui, on a notre propre télé. Notre propre télé, c'est quoi? C'est YouTube. C'est accessible à tout le monde. Et YouTube, en plus, ce qui est bien, c'est que ça touche tous les pays francophones. Donc tu peux aller au Canada, Belgique, Suisse, Côte d'Ivoire, bref, en Afrique, que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe, etc. Et ce qui est intéressant, si j'ai un message à faire passer, c'est que faites vos choses vous-même. Et on n'est pas obligé d'avoir du budget pour ça. Moi, par exemple, la première fois, là, j'ai monté mon plateau. Bon, j'avais de l'argent. Mais si je n'avais pas eu d'argent, parce qu'il faut savoir, en fait, dans la vie, il faut toujours se dire, les meilleures idées, pour moi, viennent quand tu n'as pas d'argent. Pour moi, ceux qui ont les meilleures idées, c'est ceux qui n'ont pas forcément de budget, mais qui se disent comment faire quelque chose sans argent. Tu vois? Et aujourd'hui, mon plateau télé, par exemple, il y a des écrans LED. Il y a pour 60 000 euros d'écran LED. Ok. Si j'ai pas ces 60 000 euros, comment je fais pour les obtenir? Et bien là, dans ton entourage, forcément, peut-être. C'est pour ça qu'il faut... la chose la plus riche sur cette terre, pour moi, c'est les contacts. C'est ton téléphone. Tu prends ton téléphone, tu regardes dans les contacts. Après, bon, faut être dans le milieu un peu. Mais les écrans LED, moi, j'avais une personne, par exemple, qui faisait de la location d'écrans LED. Voilà. Donc, si j'avais pas eu l'argent, ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais contacté et je lui aurais dit, regarde, moi, mon projet, c'est de créer un plateau télé, modèle économique, c'est ça, c'est ci, c'est comme ça, un business plan, et lui dire, regarde, viens, on s'associe. Tu ramènes tes écrans LED et moi, je suis l'animateur. Ok, tu me suis. Maintenant, il faut des micros, il faut des caméras. Là, tu regardes encore dans tes contacts et tu dis, forcément, je connais quelqu'un qui fait des clips, qui fait ceci, qui fait cela. Tu lui dis quoi? Regarde, moi, je me suis associé avec un mec qui me ramène les écrans LED. Moi, je suis l'animateur. Toi, t'es le mec qui va réaliser les émissions. Tu nous suis ou pas? Et ces personnes-là, ils n'ont peut-être pas aussi forcément de budget, mais ils n'ont peut-être pas l'idée, ou ils n'ont pas de projet, ou ils font leurs petits clips de leur côté. Et moi, je suis haïtien, et le slogan de l'Haïti, c'est l'union fait la force. Donc en vrai, si tu remarques bien, tu prends un mec qui a les écrans LED, tu prends un mec qui a les caméras, et t'as un animateur. T'as ton plateau télé pour 0 €. Juste, lui, il a ramené son matos, l'autre aussi, et toi, ton expérience. Et là, let's go. En tout cas, le message, il est passé. Merci. D'ailleurs, tu parlais d'Haïti. Grosse pensée pour les Haïtiens et les Haïtiennes. On sait que c'est pas facile là-bas. Pareil en Nouvelle-Calédonie et partout ailleurs, d'ailleurs, dans le monde, hein, que ce soit de la Palestine en Arménie. Grosse pensée à tous ceux qui souffrent. On va finir avec un petit jeu que j'ai l'habitude de faire pour finir. Je vais commencer des phrases et juste tu les termines si c'est bon pour toi. Allez, vas-y. Le journalisme, pour moi, c'est le meilleur métier du monde. Je trouve que les journalistes d'aujourd'hui sont de mauvaise foi. Un bon animateur, c'est un animateur qui reste lui-même. Le plus excitant quand on anime une émission, c'est échanger. La prison, c'est une bonne expérience. Le plus drôle quand on me reconnaît dans la rue, c'est Ah, t'es grand en fait. Touche pas à mon poste est une émission. Une émission de télé. Sans la prison, je serais. Je serais pas là aujourd'hui. Sans la télé, je serais. Je serais toujours le même.
J'aimerais dire à Cyril Hanouna que... qui doit, qui doit se rendre compte de l'importance et des messages qu'il doit faire passer, qu'il doit faire véhiculer, et de ne pas prendre trop de fous autour de la table, surtout de l'extrême droite, parce qu'il ne se rend pas compte que c'est terrible ce qu'il est en train de faire. Le plus excitant dans ce que je fais aujourd'hui, c'est... Le plus excitant, c'est d'être dans cette émission avec toi. Ben merci. Être noir en France aujourd'hui, c'est... J'ai envie de dire c'est délicat, c'est difficile, mais en vrai c'est magnifique aussi. Parce que plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Le café noir, c'est bien, mais le café noisette, c'est... Ah, c'est plus onctueux. On parlait de Street Press tout à l'heure et je sais qu'à la fin de l'article de Street Press, Je prends que des cafés noisettes. ils finissent avec... exactement. il prend que du café noisette parce que le café noir, c'est trop fort pour lui. Exactement. Si je devais utiliser 3 mots pour décrire mon état d'esprit, je dirais... Déterminé, motivé et respectueux aussi. J'aimerais dire à ma fille que... Ma fille, c'est mon amoureuse, je l'aime, c'est mon bijou. Mon interview du jour était... C'était incroyable. Bah merci en tout cas. On aurait aimé avoir Félicitations. un peu plus de temps. C'est vrai qu'une heure pour quelqu'un avec ton parcours, ça fait court. Mais merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation et de t'être présenté. On a appris Non. énormément de choses. Je le répète encore une fois, on n'est pas là pour faire de la propagande, ni de la prison, ni des mauvaises choses, ni de la vente de la drogue, ni quoi que ce soit. Le tout, ce qu'on a dit en tout cas là pendant une heure, c'était pour vous dire ce qu'il y a de bien à faire et ce qu'il y a de mal à faire. Après, chacun choisit la route qu'il choisit de prendre. Mais voilà, je choisissais toujours le bon chemin. Je répète encore une fois, j'en profite pour avoir une pensée pour toutes les personnes qui sont persécutées à travers le monde. Et on a parlé beaucoup de médias aujourd'hui. Le rôle des médias, c'est de mettre en avant... ces causes-là, donc mesdames et messieurs les journalistes, faites-le. On a de l'admiration pour vous. En tout cas, moi, j'ai de l'admiration pour vous depuis petit. Et j'ai de l'admiration pour vous, pardon, parce que vous avez fait ça pendant longtemps. Donc, on vous demande encore de faire ça et de faire passer les messages qui sont importants de faire passer. On va finir avec, en remerciant Arthur, qui était à la caméra, Ounissa également. On va remercier également ton attaché de presse, on peut appeler ça comme ça, Leïla. Mon assistante de direction. Assistante de direction, Leïla. On va remercier Jason et Léonard. Léonard qui était à la technique. Et la semaine prochaine, encore une fois, gros invité, c'est Assa Traoré qui sera avec nous. Toujours encore une fois pour vous raconter des parcours extraordinaires et des gens qui nous marquent l'esprit un peu plus tous les jours. Encore une fois, grosse force à toutes les personnes oppressées à travers le monde. Passez un bon dimanche, passez une belle soirée, faites attention à vous, chérissez-vous, aimez-vous, c'est le plus important. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.